SeaWorld garde un œil attentif sur une orque accusée d'avoir tué un entraîneur. Ils l'ont appelé juste un autre spectacle d'orques, jusqu'à ce que cela devienne les derniers moments de Savannah Callaway. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le côté sombre de ces dresseurs, qui ont fait face à la puissance pure de ces géants de l'océan. D'un dresseur japonais qui pensait que mélanger des dauphins et des orques dans le même bassin était inoffensif, à la toute première attaque enregistrée impliquant non pas un, mais deux dresseurs en même temps. L'attaque qui a laissé un entraîneur mort, noyé par une orque. Ensuite, les derniers moments de Savannah Callaway, dévorée vivante par une orque. Mais avant de révéler ce moment terrifiant, commençons par le sang d'Estrella dans le bleu. Si vous étiez dans le stade le 15 mars 2007, vous auriez pensé que vous étiez sur le point d'assister à un moment historique, pas à une histoire tachée de sang. Le soleil du matin se reflétait à la surface du bassin de performance au Mediterranean Marine World, à Valence, Espagne. Les entraîneurs s'activaient, se préparant pour le début d'une toute nouvelle performance avec deux orques. Des mois de planification, d'innombrables répétitions, pas un seul signe de problème. Du moins, aucun que personne n'ait remarqué. Les stars du spectacle, Estrella, une orque femelle de 19 pieds avec un record de performances impeccables, et Mato, un mâle de 21 pieds récemment transféré de France. Ils avaient été progressivement introduits pendant 6 mois à partir de groupes séparés pour des séances de natation complètes ensemble. En mars, ils maîtrisaient parfaitement leur routine, en parfaite synchronisation. Tout le monde croyait qu'ils étaient prêts. À 11h30 ce matin-là, avec 2000 spectateurs dans leur siège, les portes se sont ouvertes. Estrella et Mato ont glissé dans la piscine principale, des formes noires et blanches glissant sans effort à travers l'eau. La première moitié du spectacle était impeccable. Ces sauts en hauteur, ces puissants coups de queue. Puis est venue la partie du spectacle que personne n'aurait pu prédire. Les deux entraîneurs, Rebecca Torres avec Estrella, Michael Weber avec Mato, sont entrés dans l'eau pour une nage synchronisée. Ça aurait dû être simple. Chemin parallèle, distance précise. Mais ensuite, Mato a changé de direction, coupant la route d'Estrella et se plaçant entre elle et Rebecca. Dans la nature, ce mouvement crie la dominance. Dans une piscine confinée, c'était un défi. Estrella a bougé sans avertissement. Elle a foncé droit devant, piégeant Rebecca au milieu. En quelques secondes, la piscine a éclaté. L'eau bouillonnait violemment. Estrella a agrippé la jambe de Rebecca. Michael a plongé pour la libérer, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Mato s'est enroulé autour du torse de Michael. Ce qui a suivi a duré 4 minutes. Mais pour la foule, cela a semblé interminable. Les cris ont remplacé les acclamations. L'eau de la piscine est devenue rouge dans l'eau glacée à 52 degrés. Chaque tentative de sauvetage a échoué. Les orques sont devenues de plus en plus agressives à chaque fois que le personnel s'approchait. À 11h52 ce matin-là, ils ont finalement sorti Rebecca de l'eau, mais le mal était déjà fait. 1 minute plus tard, Michael est apparu aussi. Ni l'un ni l'autre ne vivrait pour voir le coucher du soleil. C'était la première fois dans l'histoire que 2 dresseurs étaient tués lors de la même attaque d'orques, et la dernière fois que le monde marin méditerranéen a organisé un spectacle d'orques. Le point de rupture de Kaya. C'était censé être un spectacle de vacances au Japon, un spectacle pour éblouir les familles et susciter des applaudissements. Au lieu de cela, quand ce fut terminé, le Pacifique serait teinté de rouge. C'était le 8 décembre 2013. Le Kamogawa Sea World avait ce qu'ils appelaient une idée brillante, combiner des orques et des dauphins dans le même spectacle. Sur le papier, cela semblait être un divertissement révolutionnaire. En réalité, c'était un compte à rebours vers le désastre. Et bien sûr, vous savez déjà où cela mène. Maintenant, l'air est vif, portant le parfum du Pacifique. Et les gradins sont déjà remplis de visages impatients, tous attendant ce spectacle révolutionnaire
prétendu de travail d'équipe interespèces. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que pour les animaux, ce n'est pas du travail d'équipe. C'est un territoire qui attend d'être défendu. Ce jour-là, le responsable était Robert Wilson, un ancien chirurgien vétérinaire d'Australie. Un gars intelligent, il est avec le parc depuis des années, il connaît ses animaux. Il a remarqué quelque chose d'étrange avec Kaya, la seule orque du parc. Des schémas de nage étranges, des sons inhabituels, et un nouveau dauphin mâle dans le groupe, ce qui la rend encore plus nerveuse. Il a même déposé un avertissement ce matin-là en disant « C'est dangereux ». Mais avec les foules de vacances et les places vendues, la direction continue. À 14h30, le spectacle commence. Kaya tourne plus serré que d'habitude. À 21 minutes, Mizu, le nouveau dauphin, s'approche un peu trop près du territoire de Kaya. C'est tout. L'interrupteur bascule. Roberts le voit immédiatement, va intervenir. Exercice standard. Mais Kaya change de trajectoire. Elle le projette dans l'eau. Avant qu'il ne puisse même atteindre son signal d'urgence, elle est sur lui, ses mâchoires écrasant son torse. Le public passe des applaudissements aux cris en quelques secondes. Du sang dans l'eau. Le personnel s'agite, mais les dauphins paniquent, rendant impossible le déploiement des filets de sauvetage. 3 minutes, c'est le temps pendant lequel elle joue avec lui, le traînant sous l'eau, le secouant, le ramenant à la surface juste pour le replonger à nouveau. Il essaie encore de donner des ordres en anglais et en japonais entre les attaques. Former les instincts jusqu'au bout. 14h53, elle le pousse au fond, le plaque contre la vitre. Les plongeurs le sortent, mais c'est trop tard. Il est déclaré mort moins d'1 heure plus tard. Et après, les spectacles avec des espèces mélangées et des orques sont interdits au Japon. Nouveaux protocoles mondiaux, mais pour tous ceux qui étaient là ce jour-là, c'est gravé dans la mémoire. Un spectacle destiné à impressionner s'est transformé en un exemple typique de la manière dont ignorer les instincts animaux peut tuer. Ce n'était pas juste un accident de dresseur, c'était la façon de la nature de dire « assez ». Le chemin tragique de Tilikum. Vous voyez, les tragédies ne s'abattent pas de nulle part. Elles murmurent d'abord de petits signes ici et là, faciles à manquer, jusqu'à ce qu'elles soient soudainement trop fortes pour être ignorées. Avant ce jour terrible qui a coûté la vie à Dawn Brancheau, les avertissements étaient déjà là. On pouvait les voir dans l'agression, les changements de routine et le comportement étrange et agité. Mais pour vraiment comprendre comment tout cela s'est déroulé, nous devons remonter le temps. Nous retournons dans les eaux glacées de l'Islande en 1983. C'est là que ça a commencé. Un jeune orque, âgé de presque 2 ans, a été arraché à sa famille. Un instant, il glissait dans l'océan ouvert. Puis, il s'est retrouvé piégé dans un bassin en béton nu dans un zoo marin. L'eau ne s'étendait pas loin. Les murs étaient trop proches, et la liberté qu'il avait autrefois disparut. Quelques mois plus tard, il a été envoyé dans un parc en Colombie-Britannique. Au début, cela semblait être une amélioration, mais ce n'était pas le cas. La piscine était petite, à peine 26 pieds de large, et il a été plongé avec 2 femelles plus âgées qui ont clairement montré qu'il n'était pas à sa place. Ils ont égratigné sa peau avec leurs dents, laissant des marques qui ne faisaient pas que blesser. Elles l'ont humilié, le stress l'a rendu malade, et les blessures émotionnelles étaient encore plus profondes. Puis est arrivé février 1991. Une jeune entraîneuse, Kelty Byrne, est tombée dans l'eau. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que les témoins n'oublieront jamais. Elle a essayé de sortir, remontant à la surface, s'accrochant au bord, mais les orques continuaient à la tirer sous l'eau. 10 minutes, c'est la durée pendant laquelle cela a continué avant qu'elle ne disparaisse sous la surface pour de bon. Quelques heures plus tard, ils ont retrouvé son corps. 18 mois plus tard, le parc a fermé. L'orque, Tilikum, a été envoyé à SeaWorld, à Orlando. Les gens espéraient que ce serait un nouveau départ. Ce ne l'était pas. Un matin de juillet 1999,
Le personnel est arrivé pour trouver le corps d'un homme drapé sur le dos de Tilikum. Daniel Dukes, âgé de 27 ans, s'était faufilé dans le parc pendant la nuit. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Aucune caméra ne l'a capté. Juste une autre tragédie, inexpliquée, troublante. Pourtant, les spectacles ont continué. L'élevage a continué. Le cycle ne s'est jamais rompu. Et puis est venu le jour. Le jour où Tilikum a tiré Dan Brancheau dans l'eau devant un public en direct. En regardant en arrière, il est impossible de voir ces attaques comme aléatoires. Vous prenez un animal sauvage et intelligent. Vous l'enfermez dans un petit bassin. Vous le séparez de sa famille et vous le soumettez à des années d'isolement et de stress. Quelque chose finira par se briser. La rage de Tilikum n'est pas apparue par magie. Elle s'est construite au fil des ans, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de la retenir. Alexis Martinez et Keto. Tu sais, Keto n'avait jamais senti l'océan sauvage sur sa peau, jamais chassé de proies vivantes, jamais nagé avec un groupe dans l'eau infinie. Toute sa vie avait été des murs de béton et des routines d'entraînement. À l'Europark à Tenerife, il était une star, une orque qui pouvait émerveiller un stade. Les foules sont venues de partout, juste pour le regarder. Mais en 2009, quelque chose en lui a changé. C'était la veille de Noël. Le parc se préparait pour son spectacle de vacances. Keto était dans le bassin d'entraînement avec Alexis Martinez, un entraîneur de 29 ans qui avait passé des années avec des orques. Ils se connaissaient bien et leur spectacle se déroulait toujours comme sur des roulettes. Mais ce jour-là, Keto semblait différent. Il a raté quelques mouvements, flottait à la surface, silencieux et immobile. Alexis est resté proche, peut-être sentant que quelque chose n'allait pas, mais ne sachant pas jusqu'où cela irait. Un membre du personnel a remarqué que Keto se glissait entre Alexis et la plateforme de la scène, comme s'il ne voulait pas qu'il parte. Puis vint le signal pour le mouvement suivant. Alexis s'est éloigné à la nage. Keto a suivi, lentement au début, puis avec plus de force. Un autre entraîneur sur le côté a essayé les signaux de contrôle habituels, mais Keto les a ignorés. Avec le bout de son rostre, il a poussé Alexis au fond de la piscine. La situation est passée de tendue à critique en quelques secondes. Des fusées de détresse ont été tirées. Keto a fait surface, a pris une respiration, puis a replongé. Cette fois, il a refait surface avec Alexis, en équilibre sur son rostre, les mâchoires fermées. Puis, sans avertissement, il l'a relâché et Alexis a coulé lentement vers le fond. La panique a envahi l'équipe. Les entraîneurs se sont précipités pour bloquer Keto, mais il s'est immobilisé près de la porte comme s'il jouait avec eux. Ce n'est que lorsqu'un filet de sécurité est tombé dans l'eau qu'il s'est enfin déplacé dans un autre bassin. Cela a donné à l'équipe une opportunité, juste assez pour retirer le corps d'Alexis du fond. Ses blessures étaient dévastatrices. Hémorragie interne, organes déchirés, os cassés, traces de morsures. Il n'y avait rien que quiconque puisse faire. Et voici le truc. Ce n'était pas un choc complet. Les experts avaient déjà averti sur le stress à l'intérieur des bassins de l'Europark. Les baleines étaient ennuyées, frustrées et socialement instables. Sans femelles dominantes pour les guider, leur hiérarchie était toujours instable. Elles arrachaient même des bandes de la doublure du bassin, par pur ennui. Savannah Calloway. Ça a commencé comme un de ces matins où tout semble à sa place, du genre que vous n'imagineriez même pas finir en tragédie. En ce matin lourd et humide, fin septembre 2015, le Gulf Coast Marine Adventure Park à Biloxi, Mississippi, a ouvert ses portes pour une nouvelle série de spectacles. Le stade de 5000 places brillait sous le soleil de fin d'été, presque plein, l'air chargé de crème solaire et d'anticipation. Les touristes se ventilaient paresseusement, sans réaliser qu'ils étaient à quelques minutes de vivre l'un des moments les plus sombres de l'histoire des parcs marins. Ce n'était pas juste l'un de ces parcs ordinaires. Fondé en 2001 par un ancien biologiste marin nommé Dr. James Henderson, il est passé d'un modeste centre de sauvetage à l'une des attractions marines les plus célébrées du Sud-Est. Et son joyau était Nova,
Une orque femelle de 6 mètres prise dans les eaux russes en 2008. Pesant 3870 kg, elle était plus petite que de nombreuses orques de spectacle. Mais sa vitesse inégalée et son intelligence aiguisée comme un rasoir faisaient d'elle la vedette de chaque spectacle. Sa dresseuse, Savannah Calloway, âgée de 31 ans, était avec elle depuis 2010. Savannah est née pour ce travail. Élevée le long de la côte de l'Alabama, elle a passé son enfance à aider dans les centres de sauvetage, restant longtemps après le départ de tout le monde, juste pour réconforter les dauphins ou tortues de mer blessées. Cette passion l'a portée jusqu'à un diplôme de maîtrise en sciences des mammifères marins de l'Université de Miami. Et au moment où elle a rejoint le programme d'apprentissage de Gulf Coast, elle s'était déjà fait une réputation pour son lien unique avec les animaux, en particulier Nova. Mais au début de l'année 2015, quelque chose était en train de changer. Nova a commencé à montrer des signes inquiétants, se déplaçant nerveusement dans l'eau, émettant des vocalises étranges au milieu de la nuit et refusant obstinément de réaliser des tours qu'elle faisait autrefois parfaitement. En mars, elle a coincé un entraîneur contre le mur de la piscine lors d'un exercice de routine. Personne n'a été blessé, mais Savannah a reconnu que c'était un virage dangereux. Pendant l'été, la tension a augmenté. Nova a ignoré les signaux de rappel, a nagé de manière erratique et a émis des sons étranges et inconnus. Savannah a noté ses préoccupations encore et encore. Le 15 septembre, elle a écrit une note glaçante. Mouvements oculaires erratiques, refus de plusieurs commandes et éclairs d'agressivité pure et simple. Ce même matin, Nova avait heurté la vitre d'observation sous-marine, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pourtant, avec la saison touristique à son apogée, la direction prenait toujours la même décision. Les spectacles continueraient. Et puis est arrivé le 23 septembre. Avant l'aube, le comportement de Nova a dégénéré. Elle a sifflé et cliqué pendant des heures. Les sons étaient aigus et troublants. Le formateur de nuit Derek Foster a déclaré que, en 8 ans de travail avec les mammifères marins, il n'avait jamais entendu quelque chose de similaire. Plus tard, il découvrirait que le système de filtration du parc avait échoué pendant la nuit, modifiant l'équilibre chimique de l'eau. À 11h15 du matin, Savannah est sortie pour commencer le spectacle principal. Même le personnel le plus expérimenté pouvait sentir la tension dans l'air. La musique était entraînante. La foule de 4300 personnes était en effervescence, mais l'entrée de Nova était mauvaise. Elle se déplaçait lentement, faisant 3 fois le tour de la piscine, avant de finalement répondre au signal de Savannah. Une hésitation qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. La première moitié de la performance était tendue. Chaque figure semblait forcée. Puis, pendant une simple flottaison sur le dos, Nova a claqué ses mâchoires, le bruit résonnant dans l'arène. Depuis le bord de la piscine, l'entraîneuse junior Maria Delgado a envoyé un avertissement par radio. Mais dans le bruit de la musique et des acclamations, l'appel a été ignoré comme un problème de sonorisation. Ce qui s'est passé ensuite a transformé un après-midi de spectacle amusant en quelque chose que personne ici ne pourra jamais oublier. Vous connaissez ce moment où une émission se transforme soudainement en cauchemar, et vous ne pouvez pas détourner le regard, même si vous le souhaitez? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Savannah est montée sur le podium de Nova pour une cascade qui était censée impressionner la foule. Le mouvement était simple, en théorie. Savannah montait alors que Nova tournait rapidement avant de s'élancer droit dans les airs. Mais dès qu'ils ont commencé, tout a changé. Le langage corporel de Nova est passé de joueur à tendu. Ses clics d'écolocation ont accéléré, devenant aigus et rapides, même plus forts que la musique qui résonnait dans l'arène. Au lieu de tourner doucement comme prévu, Nova a violemment basculé son énorme corps vers la gauche. La force a projeté Savannah à près de 15 pieds de l'autre côté de l'aquarium. Avant qu'elle ne puisse atteindre son dispositif de flottaison d'urgence, Nova était déjà sur elle. Le premier coup a été brutal. Les mâchoires de Nova, assez fortes pour écraser avec plus de 19 000 livres de force, se sont refermées sur le torse de Savannah. Les acclamations se sont transformées en cris lorsque l'orque a secoué sa tête d'un côté à l'autre, de la même manière qu'elle déchire les phoques dans la nature. La panique s'est propagée dans les gradins, mais les haut-parleurs du parc ont retenti des ordres de rester calmes.
Les agents de sécurité ont fait signe à certaines sections du public de partir de manière ordonnée, tandis que d'autres ont été priés de rester assis pour que les ambulanciers puissent arriver rapidement à la piscine. Les familles se sont accrochées les unes aux autres, protégeant leurs enfants de la vue. Pendant 7 minutes, l'horreur n'a fait qu'empirer. Contrairement aux autres attaques où les orques relâchent après le premier contact, Nova ne s'est pas arrêtée. Elle a traîné Savannah au fond du bassin de 35 pieds de profondeur, encore et encore, la maintenant sous l'eau plus longtemps à chaque fois. Quand elle a fait surface, elle a lancé Savannah en l'air, puis l'a attrapée en pleine chute avec une précision glaciale, la même tactique de chasse que les orques sauvages utilisent sur leur proie. L'eau a commencé à devenir rouge. Nova a ignoré tous les signaux de rappel, chaque morceau de nourriture jeté, même les sons aigus sous-marins destinés à la dérouter. À un moment donné, elle a plaqué Savannah contre la fenêtre d'observation, offrant au public un gros plan qu'il n'oubliera jamais. L'entraîneur adjoint Miguel Rodriguez a essayé d'utiliser le filet de secours, mais il s'est bloqué. La formatrice principale, Lisa Cooper, a activé le système de rappel pour ramener Nova dans la piscine médicale, mais elle n'a pas répondu. Les experts appelleraient cela plus tard un blocage comportemental, un arrêt total face aux commandes extérieures. Enfin, l'équipe d'urgence a réussi à les séparer en utilisant un système de perche spécial, mais c'était trop tard. Savannah a été déclarée morte à 11h47 ce matin-là. La cause était un traumatisme massif et une noyade. L'enquête a révélé une longue série d'avertissements ignorés. Savannah elle-même avait documenté le comportement troublant de Nova, mais comme beaucoup de dresseurs expérimentés, elle croyait que son lien personnel avec l'animal pouvait surmonter les risques. D'autres dresseurs avaient constaté l'agressivité croissante de Nova, mais restaient silencieux, déchirés entre la protection d'une collègue et le suivi des directives de la direction. Les rapports internes ont montré que le comportement de Nova, qui ne cessait de s'aggraver, avait été signalé à plusieurs reprises et rejeté. Un dernier problème d'entretien avec le système de filtration d'eau pourrait avoir été le point de basculement, mais le vrai problème était le refus de faire face aux signes évidents. Le parc a été frappé par de multiples violations de sécurité, les coûts d'assurance ont grimpé en flèche et la fréquentation a chuté fortement. Début 2016, il a fermé pour de bon. Nova a été transférée dans un établissement plus grand et plus strict où elle n'a plus jamais nagé avec des dresseurs. La mort de Savannah est devenue un avertissement que personne ne devrait ignorer. Peu importe la force du lien, on ne peut jamais complètement apprivoiser les instincts d'un prédateur. Claudia Vollard et Tocoa. Laissez-nous vous ramener à un jour qui a failli être fatal. Pas pour un touriste ou un chercheur de sensations fortes, mais pour une dresseuse qui pensait connaître l'animal avec lequel elle travaillait. C'était en 2007. Claudia Vollard avait 29 ans. Elle était une dresseuse expérimentée et elle se trouvait lors de ce qui aurait dû être une séance ordinaire avec une orque nommée Tocoa. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, vous devez savoir qui était Tocoa et ce qu'il avait traversé. Tocoa est né le 8 novembre 2000 et pendant un court instant, la vie semblait bien. Mais au fil des mois, sa mère, Taima, a commencé à s'en prendre à lui, le cognant avec ses dents, le plaquant contre les parois du bassin, allant même jusqu'à l'échouer. Avant même qu'il ait 1 an, l'agressivité est devenue si dangereuse que Tocoa a dû être séparé définitivement d'elle. C'est alors que Kina, une autre baleine qui venait de donner naissance à un mâle nommé Tuar, est intervenue comme mère de substitution. Dans ses premières années à SeaWorld Orlando, le monde de Tocoa tournait autour de Kina et Tuar. Ils étaient son petit groupe. Parfois, Katina et son fils, Ikika, se joignaient à eux. Mais c'était Tuar avec qui il était le plus proche. Les 2 jeunes mâles se produisaient souvent côte à côte. Puis est venu le 25 avril 2004. Tocoa et Tuar ont été mis en caisse et transportés par avion à SeaWorld San Antonio. 2 années plus tard, il a été expédié à nouveau, cette fois-ci à travers l'océan jusqu'à l'Oro Park en Espagne, avec 3 autres baleines dans le cadre d'un prêt pour reproduction. Mais ce n'était pas un paradis. Chaque baleine avait été retirée à sa mère trop tôt. Elles ne savaient pas comment former des liens corrects. Jetées ensemble, elles se battaient constamment.
Takoa s'est retrouvé tout en bas de la hiérarchie, mordu, percuté et harcelé jour après jour. Le personnel a essayé de le renvoyer à SeaWorld, mais chaque demande a été refusée. Son corps est devenu une carte de cicatrices, des marques profondes que les visiteurs pouvaient reconnaître depuis l'autre côté de la piscine. Parfois, il s'échouait même, probablement juste pour échapper aux autres. Avance rapide jusqu'à ce jour fatidique. Claudia travaillait avec Takoa depuis environ 1 an. La session était de routine, une répétition avant le spectacle exécutant un tour appelé la poussée du pied, où l'entraîneur se tient sur le rostre de la baleine et est poussé à travers la surface de l'eau. Cette fois-ci, Takoa a changé le scénario. Pendant la représentation, il a tiré Claudia sous l'eau, l'a traînée jusqu'au fond, puis est remonté à la surface encore et encore. Ses collègues se sont précipités pour la sortir. Quand ils ont finalement agi, son avant-bras était cassé à 2 endroits et un de ses poumons était endommagé. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et stabilisée. Incroyablement, Claudia est revenue au travail après son rétablissement. Mais les choses ont changé. Takoa a été interdit de travail aquatique avec quiconque qui n'était pas un entraîneur senior. Pas d'exception. C'est facile de qualifier une baleine comme celle-ci de dangereuse. Mais quand vous regardez la vie de Takoa, arrachée à sa mère, déplacée de parc en parc, placée avec des étrangers qui deviennent violents, vous commencez à voir un tableau plus large. Annette Ekus et Shamu. Les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu, surtout quand votre co-vedette pèse plusieurs tonnes et possède des dents de chasse extrêmement aiguisées. C'était le 20 avril 1971. La secrétaire des relations publiques de SeaWorld, Annette Ekus, avait été invitée à participer à un événement promotionnel spectaculaire. La mise en place semblait assez simple. Elle montait à l'arrière d'une orque nommée Shamu, glissait sur l'eau en bikini et offrait aux caméras un moment inoubliable. Au début, c'était parfait. La foule applaudissait, les flashs crépitaient, et pendant quelques instants, elle tenait en équilibre sur le dos de cette orque, comme si elle l'avait fait toute sa vie. Mais ensuite, juste au moment où la promenade se terminait, quelque chose a changé. Sans un instant d'avertissement, Shamu l'a éjectée. Avant que quiconque ne puisse même respirer, ses mâchoires se sont refermées sur sa jambe. Les acclamations se sont transformées en cris. En un instant, la scène ludique est devenue une lutte pour sa vie. Shamu l'a traînée autour du bassin, refusant de la lâcher. Des plongeurs ont plongé avec des tiges métalliques, essayant de forcer sa bouche à s'ouvrir, mais ils devaient être prudents. Un faux mouvement, une traction soudaine, et ses dents pourraient déchiqueter complètement sa jambe. Ils ont tout donné pour lui faire desserrer les mâchoires. Annette a été tirée de l'eau, s'effondrant sous le choc, sa jambe déchirée et saignante. Elle a eu besoin de 25 points de suture. Elle a poursuivi SeaWorld en justice. Et au début, le tribunal a statué en sa faveur, mais l'indemnité a été annulée plus tard. Ce jour-là est devenu un autre avertissement, une preuve que garder des prédateurs océaniques dans des bassins confinés peut rapidement devenir dangereux. Et puis, il y a Shuka. Avançons rapidement à 2012. Six Flags, Discovery Kingdom. Le stade est bondé, la musique résonne, et une orque de 19 ans nommée Shuka est en plein spectacle. Tout semble normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Sortie de nulle part, elle bondit sur la scène, percutant son dresseur avec une force suffisante pour le soulever complètement du sol. Ensuite, elle l'épouse dans l'eau. Le spectacle se termine instantanément. La foule est confuse. Les entraîneurs ne le sont pas. Maintenant, les personnes qui ont travaillé avec Shuka savaient qu'elle pouvait être imprévisible. L'ancien entraîneur John Harrov se souvenait d'un jour où il lui a donné un signal qu'ils avaient pratiqué d'innombrables fois. Elle l'a ignoré. Au lieu de cela, elle l'a enfoncé sous l'eau, le heurtant contre la paroi du réservoir. Le public pensait que cela faisait partie du spectacle, mais il savait que non. Et il y a plus dans l'histoire. En 2000, environ 1 an avant cet incident public, Shuka a perdu son seul compagnon, un dauphin nommé Merlin. Il a été emmené, la laissant seule.
Dans la nature, les orques ne vivent jamais comme ça. Ils prospèrent grâce à un contact social constant. La loi sur le bien-être animal stipule même que les animaux très sociaux, comme les orques, ne devraient pas être gardés seuls. Pourtant, Shuka a passé des mois en isolement. Les experts disent que ce genre de solitude peut altérer le comportement, rendant ces animaux plus agressifs et instables. Donc, quand Shuka a réagi violemment, ce n'était pas juste un accès de colère aléatoire. C'était le point de rupture. Des années d'isolement, de frustration et de conditions de vie contre nature éclatant. Parce que la vérité est, lorsque vous emprisonnez une créature intelligente et sociale, et que vous enlevez tout ce qui rend sa vie complète, ce n'est pas une question de si elle devient violente, mais de quand. Kasatka Ken Peters. Avez-vous déjà vu quelque chose se passer juste devant vous et senti l'air changer? C'était comme ça cette nuit-là à San Diego, le 29 novembre 2006. Le spectacle se passait très bien. Musique, lumière, la foule, acclamant. Jusqu'à ce que Kasatka, une immense orque femelle, fasse un mouvement que personne n'avait vu venir. Le dresseur Ken Peters était en plein tour, le saut de fusée où la baleine le propulse hors de l'eau. Mais au lieu de ce saut parfait, Kasatka a tourné, a serré ses mâchoires autour de son pied et l'a tiré sous l'eau. Ce qui a suivi a été 9 minutes qui ont semblé durer une éternité. Elle le traînait dans les profondeurs, puis remontait juste assez longtemps pour qu'il reprenne son souffle avant de le tirer de nouveau sous l'eau. Et cela ne s'est pas passé à huis clos. Toute la foule a regardé dans un silence stupéfait. Chaque seconde a été filmée. Enfin, Peters a eu une chance. Kasatka a relâché son emprise. Les entraîneurs ont jeté un filet entre eux, lui donnant la fraction de seconde dont il avait besoin pour nager librement. Il s'en est sorti vivant avec un pied cassé et de profondes blessures par perforation. Mais voilà le truc. Ce n'était pas la première fois. Kasatka s'était déjà attaqué à lui auparavant, en 1999. Certains ont dit que c'était juste le risque du travail. Peters lui-même l'a comparé à conduire une voiture. Vous savez que le danger est là, mais vous le faites quand même. D'autres n'étaient pas si sûrs. Un prédateur sauvage enfermé dans un bassin, coupé de son océan, forcé de performer. Peut-être qu'un jour, elle allait craquer. Et il y avait plus. Cette nuit-là, son veau appelait depuis un autre bassin. Les experts pensent que ces cris ont peut-être déclenché quelque chose de primal, un besoin de protéger. Quelle que soit la raison, cela a laissé tout le monde se poser la même question. Combien de temps peut-on enfermer un animal comme ça avant qu'il ne craque? L'histoire de Kasatka s'est terminée en 2017, lorsque la maladie a pris sa vie à environ 40 ans. Une longue vie pour une orque captive, mais une vie passée dans des murs de béton, loin de la liberté de la mer. L'attaque de l'orque qui n'a jamais eu lieu. Vous avez probablement déjà vu ces clips maintenant, ceux qui prétendent qu'un jeune dresseur d'orques a été tué en plein spectacle. Ils sont partout, TikTok, X, Facebook, se répandant plus vite que vous ne pouvez faire défiler. L'histoire semblait brutale. Une dresseuse marine de 23 ans nommée Jessica Radcliffe aurait été tuée par une orque lors d'une représentation au parc marin appelé Pacific Blue Marine Park. Les vidéos, elles montraient qu'elle était traînée sous l'eau, poursuivie à travers l'eau, et dans une image, l'orque surgit avec du sang partout sur sa bouche et ce qui ressemblait à des bras humains qui dépassaient. C'était choquant, horrifiant. Les gens étaient indignés. Le nom de Jessica était en tendance. Mais voilà le truc. Rien de tout cela n'était réel. Forbes, International Business Times et d'autres ont enquêté. Le parc n'existe pas. Il n'y a pas de Jessica Radcliffe, pas de rapport de police, pas de nécrologie. Les vidéos, pure fabrication d'IA jusque dans les voix. Regardez de près et vous remarquerez des mouvements étranges dans les images. Des mouvements qui ne semblent tout simplement pas humains. Et le gore, tout droit sorti d'un rêve fiévreux de Tarantino. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!